Bon, mais voilà, je pense que moi je vois qu'on est 7 en moyenne là, sur le chat actuellement, donc déjà là on bat ma moyenne, donc on va lancer ça avec grande passion. Hakim, qu'est-ce que tu veux qu'on parle aujourd'hui ou est-ce que c'est moi qui lance le bal? Ah mon dieu, ben là, je sais pas, est-ce que dans les grandes lignes, t'avais quelques idées? Moi j'avais bien aimé notre discussion quand j'étais chez vous sur la place de la science à l'intérieur des arts et la place de la philo, pardon, et la place de la philo à l'intérieur des sciences. Donc ça c'est un sujet intéressant. Puis j'avais beaucoup aimé aussi notre discussion la semaine dernière sur la philo des arts. Donc ces deux sujets-là me vont, mais je suis ouvert à toutes les discussions. Ok, ben ouais, je sais pas, je pense que la place de la philo en sciences ou juste à l'université, ça peut être vraiment sauvage. Fait que je sais pas si tu veux qu'on commence en force ou sinon le philo des arts c'est quand même plus pépère là. Je sais pas, C'est peut-être que les gens ont envie de trancher. C'est un peu plus gentil. Hein? Allons-y sur quelque chose de gentil, puis on ira sur quelque chose de plus violent à notre prochaine discussion si on reprend ça éventuellement. Fair enough. Ben, de toute façon, c'est bon, on va se réchauffer avec ça. Tout à fait. Donc, philosophie des arts. Oui, je fais un petit topo. Ben vas-y, explique-nous qu'est-ce que c'est que la philosophie des arts. Question qu'on ait une base de discussion commune. Ok, ben, déjà partant, moi c'est Hakim, puis je suis étudiant en philo à l'UQAM, donc d'où l'idée de parler de philo ce soir, j'imagine. Mais autrement, donc la philo des arts, c'est un peu difficile à comme cerner, là, Circonscrire. donner une notion précise, là, mais de manière générale, c'est juste des questionnements ou des discussions, des débats autour de l'art et toutes les thématiques qui s'y rattachent. Là, donc, ça peut être sur les artistes aussi ou sur l'éthique en art ou des choses comme ça. C'est quoi le, mettons le sujet principal là, qui serait discuté? Est-ce que c'est la définition de l'art? Est-ce que c'est euh, l'objectif de l'art? Ou est-ce que c'est qui est artiste et dans quel contexte? Euh, Ben, c'est drôle parce que chez les Grecs, c'était très définitionnel, genre c'est quoi le beau, tu sais, avec un grand B. uh-huh. Puis c'est ça, donc c'était des discussions qui alimentaient surtout le, ben, l'aspect théorique de l'art. Là. Donc est-ce que, tu sais, pour ceux et celles qui ont quelques notions de Platon, ben, tu sais, Platon, lui, a une théorie des idées, donc lui s'imagine qu'il y a il y a un beau qui existe à côté de l'idée de, je sais pas moi, de l'idée du triangle puis l'idée du cheval. Puis ce beau-là, ben, il est incarné dans les choses réelles. Donc là, c'est très, c'est plus abstrait, là, c'est même quasiment théologique. Mais autrement, ça peut être, tu sais, qu'est-ce qui est beau au théâtre. Tu sais, on sait que les Grecs étaient fanatiques de théâtre. Donc, c'était de voir, tu sais, qu'est-ce qu'on considère comme beau. Puis ils, ils avaient comme l'habitude de prendre le beau pour une valeur universelle puis objective. Dans le sens Donc, où tout le monde serait d'accord, c'est ça? ouais, puis tu peux pas. Ultimement, là, ce serait un gros statement, mais à quelque part, tu pourrais pas ne pas être d'accord. Tu sais, ce qui est beau est beau. Ouais, ouais. Euh, fait que c'est ça. Mais là, après, c'est sûr, ça a évolué. Là, avec le temps, c'est devenu. Euh, on en parlait l'autre fois, là, ça a pris le nom d'esthétique. Euh, Esthétique et philosophie de l'art, là, c'est comme devenu synonyme, mais l'idée derrière l'utilisation du terme esthétique, c'est vraiment de dire que l'apparence des choses, les sons, les images, l'apparence du monde, comment il se présente à nous, ça nous affecte d'un point de vue esthétique, donc d'un point de vue du jugement entre le beau et le laid.
il y a des sons qu'on trouve beaux, il y a des sons qu'on trouve laids, il y a des couleurs qu'on trouve belles, des couleurs qu'on trouve laides, etc. Puis là, je dis beau et laid, mais c'est tout un spectre de réactions, là. Mhm. Puis c'est vraiment des réflexions autour de ça, là. Donc, on est plus dans un objectif de... euh, dans la subjectivité aujourd'hui, c'est ça? Euh, ouais, ben c'est sûr, la subjectivité en philo, ça fait des allers-retours, là. Des fois, c'est à la mode, des fois, c'est les plus. Puis c'est aussi qu'il y a beaucoup de courants, là. Fait que chaque courant est plus ou moins proche de la subjectivité. Il y en a qui rejettent carrément la subjectivité là, le plus loin possible, puis il y en a d'autres qui disent qu'il y a juste ça qui existe. Donc, donc c'est ça, c'est des chicanes. Mais je dirais que ça s'est plus complexifié en fait. C'est que là, on va se poser des questions pas seulement sur le beau ou le laid, mais sur le. Par exemple, est-ce que l'art est politique? Est-ce que l'art véhicule des valeurs? Si oui, quelles valeurs ça doit véhiculer? Puis autrement, c'est aussi de voir, de réfléchir sur des nouvelles formes d'art qui n'existaient pas avant. Mhm. Puis de voir ces formes-là, c'est quoi leur spécificité, comment on les classe. Donc c'est plus un trait de complexification. Ouais, je me limiterai à ça pour Je l'instant. comprends. Mais en fait, c'est intéressant ce que tu mentionnes parce que moi, tu sais, bon, je sais pas pour ceux qui savent pas, là, j'ai fait mon conservatoire de musique lors de ma folle jeunesse, à l'époque où j'avais des cheveux longs et tout. Là. Faudrait que je retrouve une photo de cette époque. Et je pense que la question qui me viendrait par rapport à mon expérience à moi, tu sais, c'est pourquoi ça appartient au domaine de la philosophie de se poser la question sur ce que c'est que l'art, tu sais. Est-ce que ça appartient pas à l'artiste de définir ce que c'est que l'art? J'ai comme un élément de réponse à partir du moment où tu mentionnes que dans, dans cette définition de l'art-là, il y a aussi le concept qu'il y a une espèce de méta-art. T'sais. Est-ce que c'est de la politique? La plupart du temps, il y a quelque chose qui va se passer au niveau artistique qui va être politique, mais dont l'artiste initial n'avait pas nécessairement envie que ça le soit. Et là, je peux comprendre qu'il y ait une réflexion qui soit faite, non pas par l'artiste lui-même ou non pas même par sa communauté, qui viennent de l'extérieur. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça qui sont importants dans la définition elle-même de l'art? Euh, Attends, là, j'ai compté plusieurs questions. Oui, c'est bon. Prends-en une, puis on reviendra Euh, après. ben, par rapport tu sais, pourquoi de la philosophie de l'art? Pourquoi ce serait pas juste... pourquoi on remettrait pas juste ça entre les mains d'un artiste, par exemple, Ouais. des artistes? Uh-huh. Par rapport à ça, il n'y a aucune ligne de séparation, là. Je veux dire, tu sais, la philo, surtout de nos jours, ben, en fait, non, ok, peut-être pas surtout de nos jours, là, mais la philo, c'est beaucoup de... C'est comme c'est une discipline qui prépare le terrain, en quelque sorte. Mhm. Tu sais, avant qu'il y ait tu sais, des disciplines bien organisées comme les diverses sciences, ben, les philosophes ont d'une certaine façon préparé le terrain. Donc c'est un espace de discussion. En tout cas, moi, je pense que c'est utile de voir la philosophie comme ça. C'est un espace de discussion spécialisé. Puis ben, les artistes, c'est sûr qu'ils rentrent dans cet espace-là dès qu'ils se posent des questions peut-être plus difficiles ou des questions controversées. Donc c'est sûr, la grande question, qu'est-ce que l'art ou qu'est-ce qu'une œuvre d'art? T'sais, ça, c'est très moderne. Là. Uh-huh. On a vu qu'il y a beaucoup d'œuvres qui flirtent avec soit le néant ou soit l'utilité. Il y a il y a une photo qui a circulé beaucoup sur Internet. C'est une paire de lunettes qui avait été... c'était un objet perdu. Là. C'était au sol dans un musée. Puis le monde pensait que c'était une œuvre. Fait qu'ils l'ont pris en photo. D'accord. Fait que c'est le genre de questions. Puis là, c'est sûr, les artistes aussi
ils embarquent dans la mêlée, puis ils ont leur mot à dire, c'est sûr. Après, les philosophes, c'est des gens qui aiment ça d'habitude, là. C'est des gens qui aiment ça attaquer ce genre de questions-là, mais sans nécessairement euh, euh, avoir une pratique, que ce soit professionnelle ou scientifique ou artistique, là, qui les rattacherait directement à ça. C'est sûr que les philosophes, c'est juste qu'ils développent des outils de dialogue puis de réflexion. Donc, Puis la plupart des personnes qui sont philosophes des arts, est-ce qu'à la base, ils le sont généralement ou je comprends que ce soit pas nécessaire, mais traditionnellement, est-ce que ça a été plutôt ça? pas, s'ils sont artistes. Ouais. Euh, non, ben, que je sache, pas. C'est plus récent, ça. Je pense que ouais, c'est pas mal. Tu sais, à partir des Lumières, là, mais ça a probablement à voir avec des facteurs purement matériels, dans le sens où les philosophes, souvent, c'était des gens aisés, puis ils faisaient ça soit en temps libre, soit dans les milieux académiques. Là, tu parles de la Puis, philosophie. ouais, Ouais. puis je sais pas si les artistes appartenaient toujours à ces milieux-là où il y avait le temps de. Puis aussi les moyens, là, tu sais, publier des livres, puis tout, ça n'a pas toujours été très accessible, là. Donc je pense qu'avec l'émergence, justement, de l'imprimante, puis la démocratisation du savoir, je pense que c'est à ce moment-là, probablement que les artistes ont peut-être fait plus de bruit. Mhm. Parce que avant ça, rapidement, là, je pense pas à beaucoup d'exemples d'artistes qui prenaient part à la discussion. OK. Euh, Donc, ouais. ils faisaient leur art, mais ils se posaient pas la question est-ce que ça en était ou qu'est-ce que ça voulait dire. Ils faisaient juste le faire. Ben, non, ben, j'imagine qu'ils avaient tout. Non, c'est sûr qu'ils réfléchissaient à ça. C'est juste que ça a peut-être pas laissé autant de traces. De traces. Oui, oui. Fait que dans ce qu'on pourrait appeler l'histoire des idées de l'art, je pense pas que les artistes aient eu. En tout cas, pendant longtemps, ils ont pas laissé beaucoup de traces. Pas Parce qu'il y que avait rien à dire, si mais. ça ressemble à ce que. Tu sais, on était quoi on avait 15 ans, tu sais, quand j'étais au conservatoire. Et la question à savoir qu'est-ce que l'art, je pense on se la posait une fois par semaine, tu sais. Ouais, ben oui, c'est sûr. Tu sais, en même temps, c'est parce que, ben, tu sais, toi, tu fais de la musique, moi, je fais de la peinture, Uh-huh. puis c'est sûr que quand on travaille, quand on produit, ben, de, ce que tu peux faire est tellement immense. Ouais. C'est tout et n'importe quoi. Donc, à un moment donné, c'est sûr que tu te poses la question. Ben, en fait, tu te poses plein de questions, mais parmi celles-là, c'est genre, ok, mais je fais quoi, moi? Uh-huh. Tout à Tu fait. sais, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a plein de choses qui restent à faire, puis en même temps, tu sais, il y a une question de mode, il y a une question de valeur. En tout cas, ça devient assez compliqué de se demander qu'est-ce que je veux faire, moi, là-dedans. Oui, puis derrière, il y a aussi le fait que, surtout si on parle de l'art moderne ou de l'art contemporain, tu veux être, ou tu veux pas nécessairement, mais c'est ce qui arrive, tu es dans la mouvance de ton temps. Mais en même temps, les critiques chez les personnes qui sont pas artistes, elle est quand même assez acerbe à l'effet que moi je pourrais faire la même chose. C'est ça, on entend souvent ça pour la peinture, de dire j'aurais pu faire la même chose. Alors qu'on sait que la réalité, c'est que c'est pas le cas, mais c'est difficile à expliquer pourquoi. Là. Euh, Ouais, ben là, ah, la critique est pas fausse. On va se le dire. Elle est pas, elle est pas, pas fausse, mais impertinente. Faut se le elle, dire elle est comme. probablement fausse, mais elle est pertinente. Je suis d'accord. Ben, c'est sûr que tu sais, l'éclatement des cadres, là, littéralement, là, en art. Quand on les a fait exploser, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, le fait qu'il n'y ait plus vraiment de règles en art plastique, puis j'imagine qu'il y a plus ou moins cette même mouvance-là en musique, là. Je pense pas que ce soit aussi important, mais
Je sais pas, peut-être que je me trompe, là. Ben, tu sais, je prends l'aparté, puis on continue ton idée après. Au début des années 1900, on passe par de la musique, là. C'est pas tous les compositeurs, là, mais on passe par de la musique qu'on appelle sérielle, où on choisit l'ordre des 12 tons dans lequel on va jouer. Donc, mettons, Do dièse, Sol, La bémol, Ré. Bon, on les choisit tous, là, il y en a 12. On choisit l'ordre et durant toute la pièce, on n'aura jamais le droit de déroger de cet ordre-là. Si on veut y déroger, la seule façon, c'est de le plaquer les sons simultanément. Et comme ça, la note d'après, ben, celle qu'on était censé jouer, elle a déjà été jouée. Et donc, durant cette courte période de temps-là, le sériel, au lieu de faire exploser les règles, en fait, on en adopte des ultra stricts pour voir ce que ça donne. Éventuellement, il y aura une explosion là, des règles complètes là, qui apparaîtra. Mais avant qu'il y ait cette explosion-là, il y a quand même eu pas le retrait, mais une surexposition de toutes les règles en musique. Donc les deux ont existé. T'sais. Ok, mais par exemple, admettons qu'encore aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont vraiment chercher dans leur pratique musicale à s'affranchir des règles, du plus grand nombre de règles possible. Là, tu parlerais d'un compositeur ou d'un interprète? J'aurais tendance à dire un compositeur, okay. Mais j'imagine un interprète aussi, ça doit être très possible. Là. Ça dépend. Ça dépend. Bon, ben, ça dépend. Si tu joues du jazz, oui. Ouais, peut-être. Ben, l'idée générale, c'est juste que c'est pas une pratique qui est majoritaire. En art plastique, c'est quasiment tout le monde qui fait ça. Là. Ouais, en tout cas, tous les artistes de carrière, entre guillemets, il y en a une. Je serais prêt à dire une forte majorité qui vont justement. Tu regardes la démarche d'un artiste sur deux, puis ça avait été écrit les mots questionnement, critique, tout pour dire qu'ils essaient d'explorer des nouvelles choses, etc., etc. Ben, c'est sûr que ce phénomène-là, ça donne lieu à beaucoup de fraudes. C'est normal, puisqu'on peut plus distinguer. N'importe qui a pas de carrière avec un peu de moyens puis un peu de ruse peut se faire passer pour quelqu'un qui a une démarche qui est réelle. Mais est-ce que ça marcherait? Parce que je sais qu'en musique, même s'il n'y a pas de... Et là, je parle vraiment là, dans le ressenti parce que j'ai fait de la musique, j'ai joué de la musique contemporaine, j'adore jouer de la musique contemporaine. Et à chaque fois, quand je tombais sur quelque chose qui n'était pas légitime, au moment où tu le joues, même si quand c'est légitime, là, ça sonne un peu comme ce genre d'affaires-là, là. Même si ça sonne comme ça, il y a quelque chose qui semble se mettre en place quand c'est bien fait, qui ne semble pas se mettre en place quand c'est mal fait. Et j'arrive pas à dire qu'est-ce que c'est parce que dans les deux cas, ça a l'air d'être juste des sons placés au hasard. Avec les thématiques que tu mentionnes, tu sais, recherche, aller là, dans les profondeurs des sonorités, toutes ces affaires-là là, qui sonnent un tout petit peu ésotériques. Tu vas avoir la même écriture au niveau du méta-musique, mais à la musique elle-même, il y a quelque chose qui marche. Ça a l'air d'avoir été comme ça. Il y a ma prof à l'époque là, de musique qui disait, elle faisait partie du côté un petit peu ésotérique, là, mais qui disait que les sons avaient un endroit pour être mis en place, puis que cette musique-là, elle réussissait à les mettre en place pareil. Ok. Donc, est-ce que en peinture, parce que c'est vraiment quelque chose que je connais pas beaucoup, est-ce que tu peux te faire passer pour étant bon alors que tu l'es pas? Ben oui, ça dépend. Là, si on parle de appelons ça de la fraude, là. Oui, mettons de la fraude, oui. Ben c'est sûr, il y a plusieurs types de fraude, là. Tu peux, par exemple, un Pollock, là, lui qui faisait des mouvements qui disait automatique, ben ses toiles, bon, sa technique était assez particulière quand il a commencé à la faire, mais en même temps, une fois que tu comprends comment il fait, c'est très très facile de faire ce qu'il fait. Mais il y a beaucoup de faux Pollock sur le marché parce que n'importe qui peut faire un Pollock.
Puis les vrais Pollock, étant donné qu'ils ont une très très grande valeur marchande, puis c'est ça aussi qui vient fausser la donne, c'est que c'est un appât du gain. Là. Il y a des gens motivés qui vont chercher à faire ça. Donc, Uh-huh. il y a ce type de fraude-là où tu vas essayer de faire des faux, puis ça a toujours, 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 toujours existé. Euh, Par contre, se faire passer pour un vrai artiste, mais être un faux artiste, ben à ce moment-là, on peut pas dire que ça existe, parce qu'aujourd'hui, est artiste qui se dit artiste. Il Ouais, n'y a, c'est pas ça. de, y a aucun critère. Est-ce que tu as déjà Euh, fait un Pollock, Hakim? non, 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 je fais aucun art abstrait. Euh, Mais est-ce que tu le comprends, l'art abstrait? Si je le comprends, Ouais, est-ce que tu l'acceptes comme étant de l'art? Même en termes, mettons, de philosophie, tu sais. en fait, la philosophie, je la trouve, la théorie derrière, je la trouve très belle. Euh, Puis après, là, à spécifier, genre, je suis pas, je m'intéresse à l'art de manière très amateur, là, donc amatrice. Donc, je pourrais pas aller ben loin, ou trop loin dans cette discussion-là, mais moi, ce que j'aime beaucoup avec l'art abstrait, c'est que ça fait partie d'une histoire, là, de ce qu'on mentionnait tantôt de déconstruction, puis de faire péter les règles, mais au départ, c'était quand même une idée intéressante, là, parce que on part d'un modèle où tu as l'Académie des Beaux-Arts qui fixe toutes les règles, des règles très très sévères, Uh-huh. puis très figées. Puis là, à partir des impressionnistes, ben, on commence à jouer un peu avec ces règles-là, enfin à en enlever pour rendre la peinture plus flexible, donc plus besoin, comme on met pas trop d'emphase sur la technique, tu peux te permettre d'aller peindre à l'extérieur avec quelques couleurs puis quelques toiles. Fait que ça donne des toiles qu'à l'époque on aurait appelé botchées, mais aujourd'hui on appelle ça de l'impressionnisme. Ben, Uh-huh. à l'époque, ces peintres-là se réclamaient eux-mêmes de l'impressionnisme. Puis là, après, ben, c'est sûr que ça donne des résultats différents. Tu sais, c'est des toiles d'une très grande qualité. Là, c'est pas parce qu'elles sont pas finies comme les toiles classiques l'étaient. Ça veut pas dire qu'elles sont pas belles. C'est juste que c'est une autre forme de beauté Ouais. qu'on peut reconnaître. Puis après, ben, on se dit, ok, mais qu'est-ce qui fait que c'est non fini? C'est quelques retouches, c'est quelques. Mais pas seulement les retouches, mais aussi on va faire moins de lavis, donc la couche de fond, ça prend du temps, etc., etc. Ben là, tu dis qu'est-ce qu'on peut enlever encore? Puis là, ben c'est ça, il y a plein d'artistes qui vont essayer d'aller de plus en plus vers un certain minimalisme. Puis là, t'arrives jusqu'au au cubisme, où là, on va dire, tu sais, des gens comme Picasso, ben lui, il se dit, je vais essayer d'utiliser le moins de traits possible pour représenter un taureau, puis mon but, c'est qu'on devine tout de suite le taureau. Mais pourtant, c'est juste un U puis un rond ou un Uh-huh. carré. D'ailleurs, petite anecdote, apparemment, Picasso, quand ils ont fait l'ouverture au public des grottes de Lascaux avec les peintures rupestres, Picasso est ressorti là complètement découragé parce qu'il s'est rendu compte que ce qu'il il, avait, faisait, il avait juste ça avait déjà réinventé le été truc. fait. Ouais, c'est ça. Il a dit quelque chose comme on n'a rien inventé ou en tout cas il était un peu déçu En de son travail. déconstruisant, on fait juste retourner à la base, en fait. Mais ok, Mais mais tu vois, dans ce cas-là, puis je trouve que ça fait un bel écho avec la discussion et la fin de l'épisode là, de Femmes de la semaine dernière. Si on continue à déconstruire comme ça, éventuellement, on arrive au point où il n'y a plus rien du tout, tu sais. Où il reste plus un seul trait sur la peinture. Et de la même façon, en musique, là, la correspondance de ça, c'est qu'il n'y ait juste pas de notes qui soient jouées. C'est la pièce là, qu'on avait fait jouer la semaine dernière. Mais ce que je trouve drôle là-dedans, c'est que finalement, il y a juste une œuvre qu'on peut faire comme ça, tu sais. oui, ben c'est sûr, ben c'est ça. Après, c'est le
aujourd'hui, je trouve que ça ressemble un peu à une course de qui va marquer l'histoire. Mhm. Puis il y a peu de cas qui sont faits de ben est-ce que c'est beau, tu sais? Parce que là c'est rendu tellement conceptuel. Tu sais, je pense que je pense que c'est un beau travail de réflexion. Puis c'est une réflexion qui est, tu sais, qui est en action parce que tu fais ton œuvre pour prouver ton point. Mhm. Mais après, tu sais, après, je veux dire, ça nous aide-tu à faire des belles choses? Je sais pas, là. Mais par rapport à ça, ok, on revient au sujet de base. Donc, à la base, la philosophie des arts, c'était de se questionner sur le beau, c'est ce que tu Ouais. mentionnais là. Évidemment, avec ça en tête, on peut se dire que c'est plus pertinent de poser la question comme ça, c'est ça? De... Qu'est-ce qui C'est est... plus pertinent Ouais. de se poser la question est-ce que l'art, c'est la représentation du beau, beau au sens large, là, beau étant une émotion, mettons, là? Ouais, ben c'est ça. Ouais, ben, par exemple, on revient un peu, un peu plus loin là, chez les Grecs, c'est sûr que chez eux, la beauté était codifiée. Ils avaient trouvé, semble-t-il, une recette miracle La pour beauté les... objective. Ouais, c'est ça. Donc, c'était des règles de symétrie, puis des affaires de même. Puis c'est pas faux. C'est vrai que certaines règles de symétrie per- permettent un certain naturel puis une certaine élégance. Mais en même temps, il n'y a pas juste ça. En fait, c'est tellement infime. Mais on peut peut-être dire qu'ils ont mis le doigt sur quelque chose. C'est que ça donne espoir, d'une certaine façon. On se dit, OK, ben, il y a peut-être moyen de trouver justement des règles comme ça tu sais, sans leur accorder une valeur, euh, tu sais, sans faire un jugement de valeur, genre ça c'est meilleur, ça c'est pas bon. Juste dire ça, ça permet du beau. Mais ensuite, il y a d'autres façons. Mais est-ce que Euh, ça veut dire que... là, j'étale mon ignorance de l'art grec. Là. Est-ce que ça veut dire que pour eux, quand ils disent le beau, là, c'est vraiment dans le sens usuel d'aujourd'hui du terme, c'est-à-dire que un art qui était laid ou affreux, on pense à des peintures, mettons, là, de diables ou avec des loups à étirer, ou qui n'est pas quelque chose de beau, mais qui est quelque chose qui porte une émotion. Ça aurait pas été considéré? qu'est-ce que tu veux dire considérer? Ben, considéré comme du beau. Ah, ok. Non, ben c'est ça. Euh, Partant de là, les représentations, les œuvres d'art, surtout à cette époque-là, ça avait toujours une valeur religieuse ou politique. Donc, on ne badinait pas avec l'art. C'était quelque chose de pris au sérieux quand même, là. Mhm. Donc, c'est sûr que tu pouvais pas déroger aux règles du beau, là, parce que c'était très... c'était quasi institutionnel D'accord. comme règle. Mais après, c'est sûr que ça, après, il y a une question de goût, parce que ces règles-là permettent une infinité d'œuvres. Après, reste aux gens de déterminer qu'est-ce qui est de bon goût, qu'est-ce qui est de mauvais goût. Tu sais, prenez tout le monde, là, tout votre vocabulaire de jugement esthétique, là. Bon goût, mauvais goût, beau, laid, affreux, apaisant, sublime, etc. Là, il y a des centaines de mots qu'on peut utiliser pour porter un jugement esthétique. Chaque mot on peut, ça peut nous évoquer quelque chose. Là, tu sais, on est déjà rentré chez du monde puis on a trouvé que c'était de mauvais goût. Même si on le dit pas, on peut le penser. On Ou peut au le penser. contraire, trouver que c'est de bon goût. Mais ça, ces choses-là, ces genres d'évocations-là, tu peux les avoir même si toutes les règles sont respectées, tu sais. Mhm. Euh, Puis là, après, c'est sûr que avec le temps, avec des règles assouplies, justement,
ou quand on désinstitutionnalise, quand ça se démocratise aussi, ben je pense que c'est plus à ce moment-là qu'on va voir émerger des formes marginales de beau. T'sais, si on pense aujourd'hui à une esthétique qui est punk ou anarchiste, c'est plus c'est fait pour ne pas être conventionnel, mais encore là, comme chez les Grecs, comme chez les classiques, comme chez n'importe qui, c'est jamais les objets d'art sont jamais purement esthétiques, c'est toujours attaché à des idées. Tu sais, par exemple, chez les punks, ben, c'est pas seulement des œuvres qui sont faites pour être observées, tu sais, que ce soit la musique ou la mode vestimentaire ou je sais pas quoi. C'est aussi des statements. Ça porte un message. Ouais, c'est ça. Puis chez les Grecs, c'est la même chose. Quand tu fais une statue parfaitement proportionnée, ben, ce que tu célèbres, c'est un dieu ou une idée ou certaines valeurs, une certaine notion de pureté, une certaine notion de rationalité. Donc, c'est des valeurs que tu célèbres aussi. Là. C'est pas. En tout cas, là, excuse-moi, je suis comme. Non, c'est super intéressant parce que j'ai l'impression que la conception même de ce qui est de l'art était foncièrement et fondamentalement différente pour les artistes de grecs qu'elle pouvait l'être à ce que nous on considère comme de l'art aujourd'hui. Tu sais. Ne serait-ce que parce qu'il ne semble pas que leur objectif était même le même. Moi, si j'essaie d'expliquer pourquoi j'avais fait de la musique ou pourquoi je fais de la musique actuellement et pourquoi je fais d'autres formes d'art, oui, il va y avoir le fait de porter un statement, mais ça sera peut-être pas la raison primaire. Tu sais. Et je pourrais tout à fait admettre que ça arrive dans certains cas où il n'y en a juste pas, que c'est pas l'objectif initial, ni secondaire, ni tertiaire, que de porter le message, c'est pas quelque chose d'important dans cet art-là. Et ce que tu mentionnes, c'est que à l'époque, ça l'était, il fallait que ce soit ça, ou presque. Ben, encore là, ça dépend du niveau d'élitisme, je pense, dans une société. Là. Je pense que. Ouais, ou peut-être de. Je sais pas si on. Ou de conservatisme, là, je sais pas comment appeler ça, mais. euh, ouais, que dire de plus après, c'est ça, je pense que ça rentrerait plus dans la socio ou dans l'anthropologie, ce genre de questions-là, c'est difficile à aborder, là. Euh, ben, je sais pas, est-ce que tu peux c'est comme spécifier un peu la question? Mais euh, est-ce que dans le fond, ce que j'essaie de cerner de mon côté, là, euh, c'est c'est qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, tu sais, et probablement que notre compréhension de l'art ou compréhension de l'art aujourd'hui, euh, elle est issue quand même de cette époque-là. Tu sais. Comme tu le mentionnais tantôt, tu prends une certaine quantité de règles, puis éventuellement, t'en retires et t'arrives à une nouvelle esthétique. Puis tu vas retirer encore certains éléments, tu arrives à une nouvelle esthétique. Mais ça peut pas être ça qui drive tout le temps, parce qu'éventuellement, il n'y a plus de règles que tu peux retirer. Tu as atteint le maximum de règles que tu peux retirer. Tu sais. Ah, mais en fait, on sait pas si on peut retirer, si on a fini de retirer des règles ou si c'est possible. Si c'est Honnêtement, possible on peut d'arriver au aller. maximum, tu veux dire? Dans le Ouais. sens, est-ce qu'il y a une infinité quantité de règles qu'on peut retirer? Ben, jusqu'à date, on n'a pas touché le fond, ça c'est sûr. Uh-huh. Puis il y a beaucoup de gens qui se cassent la tête pour essayer d'en retirer encore plus. Mais, mais, mais ça, c'est ça l'affaire, c'est que plus tu retires des règles, c'est ça qui est intéressant aussi, là, c'est que j'aime ça des fois prendre euh, tu sais, de comparer ça à un jeu. C'est un jeu de société, là. Uh-huh. Les, les, les règles font le jeu. Si tu changes une règle, c'est plus le même jeu. Ouais. Ben, c'est un peu la même chose. Tu sais, selon les règles,
auquel tu t'astreins, ça donne un genre d'art en particulier. Puis après, l'idée qui consiste à en retirer, ben ça donne, ça laisse la place à des formes un petit peu plus étranges et inusitées d'art, on va dire, ou moins intuitives, mais Intuitive dans le sens là, que si tu la regardes, c'est pas la représentation de la réalité. ben je pensais plus à quelque chose comme quand tu la regardes, spontanément, tu te dis pas ah ça c'est de l'art. D'accord. C'est qu'on n'est pas on n'est pas habitué de voir ça. Tu sais, imagine les Grecs, ils laissaient traîner, si leur forme d'art, c'était de laisser traîner des objets dans une pièce, puis que notre civilisation s'était bâtie autour de cette idée que ce qui est notre coutume, c'était de faire des œuvres d'art comme ça, ben c'est sûr que la première personne qui prend un pinceau puis qui va se mettre à peinturer le mur, ça va être un outrage. Ouais. Mais Et inversement, 1000 ans plus tard, quand quelqu'un découvre la place et qu'il est en train de balayer l'endroit, puis il découvre cette chose-là par terre et lui, il va la prendre pour la regarder. Tu sais. ouais, ben c'est Et, ça, c'est... et donc détruire l'œuvre d'art parce que c'était censé être le fait que l'objet était à cet endroit-là qui faisait partie de l'œuvre. Ouais. Ouais, heureusement, c'est pas les... Ouais, heureusement, les Grecs ont pas trop fait ça. Je suis sûr qu'ils se laissaient traîner aussi, mais... Mais ça faisait pas partie de l'art. ouais, c'est ça. Mais autrement... Excuse-moi. Autrement... attends, Tu t'es excuse-moi, imaginé en train de laisser traîner tes choses, c'est ça? Tu t'es dit, Non, voyons, je suis un bon artiste finalement. on laisse traîner des idées, par contre. Euh, attends, oui, c'est ça, l'idée des règles, c'est c'est que, ouais, même si t'en retires, ce que je trouve toujours un peu curieux, c'est que quand t'en retires, ben forcément, t'en rajoutes. Je m'explique, c'est que si ta règle ou ta méta-règle, c'est de retirer le plus de règles possible, ben ça, c'est une règle en soi. Uh-huh. Puis ça peut s'ériger en dogme aussi, là. Euh, Fait que, tu sais, aujourd'hui, là, si tu fais une peinture super classique, là, puis tu présentes ça dans un truc d'art contemporain, mais c'est quasiment scandaleux parce que c'est un truc de conservateur, genre, je sais pas quoi, là. C'est pas, Uh-huh. ça a pas sa place là, Et puis tu vas te question, faire juger. est-ce que ça pourrait être un statement? Ah, ben oui, c'est sûr. Mais ils le Mais font c'est pas. ça. Mais c'est ça, mais c'est parce qu'après, faut voir aussi, tu sais, l'art, elle occupe quelle place dans nos sociétés? C'est Uh-huh. pas. Tu sais, c'est un jeu social, là aussi. C'est pas seulement un hobby, puis les gens, ils font ça, puis après, ils mettent ça de côté. Puis... Non, souvent, c'est des objets qui occupent une place, puis qui jouent un rôle social entre les individus. Uh-huh. Puis c'est ça qui rend ça chiant, en fait, je crois, là, parfois, parce que ça entraîne justement là, les phénomènes de rigidité de règles ou de phénomènes de mode, des phénomènes de jugement aussi. Les critiques d'art, c'est tellement étrange. Uh-huh. Tu sais, Conceptuellement, c'est bizarre. Ouais. personne s'attend à se faire juger aussi sévèrement dans n'importe quel aspect de sa vie. Uh-huh. Tout à fait. C'est arch, là. Sérieusement, les critiques d'art, c'est un phénomène social vraiment étrange. Puis il y a juste en art qu'on voit ça, ou en tout cas à ce point-là. Là. Oui, puis derrière, tu sais, je parle de mon expérience à moi, mais derrière, ça forme la façon qu'on va enseigner l'art. Parce que tu veux aussi préparer la jeunesse, les futurs artistes à subir cette chose-là qui ne va pas être aussi sympathique que tu t'y attends toi-même là, quand tu vas prendre ton art. Hein. Ouais, c'est sûr. Puis tu sais, pour n'importe qui a pratiqué de l'art, tu sais, qui en fait, c'est tellement jouissif. C'est tellement important. Je trouve ça dommage quand même de rendre ça aussi exposé. Tu sais, exposé à la critique. Uh-huh. Oui, parce que Je- tu
tu t'ouvres complètement et tu te fais démolir. C'est vraiment comme taper directement sur ton ego, là. Ouais, c'est ça, tu sais, combien d'amis, pis ça, on en est tous, on est tous bourreaux et victimes de ça, là. J'ai plein d'amis qui m'ont fait lire des textes, tu sais, des trucs qu'ils ont écrits, pis tu sais, c'est très intime, pis moi, comme un cave, la première réflexion que je me passe, c'est « Ah, c'est vraiment mal écrit. » C'est tellement... C'est un très mauvais réflexe, mais en même temps, je sais pas. On dirait que ça... On n'y pense même plus, genre, c'est juste, ça fait partie de nous, on est super sévère à ce niveau-là. Puis en même temps, les gens qui sont... ben, que je sache, oui. Honnêtement, je pense pas à une société dans laquelle les objets d'art ont pas été des objets de placés, élevés dans la hiérarchie des valeurs. Là. C'est comme si ce domaine-là se devait d'atteindre la perfection. Ouais, c'est ça. Ben, en même temps, c'est aussi que c'est toujours c'est toujours une activité oisive, là. C'est pas une activité productive, donc j'imagine que les œuvres qui sont produites déjà sont rares, sont uniques. Puis ça peut devenir une marque de prestige. N'importe qui. Comment on reconnaît la richesse, c'est quand t'es entouré d'œuvres uniques. Là. Quand on voit ça, des gens richissimes qui vont acheter des statues ou qui vont s'entourer des habits faits par la main d'un designer super reconnu, etc. C'est toujours des objets prestigieux. Fait que je sais pas, j'imagine c'est comme la place dans l'économie. Les objets les objets d'art dans le système économique, je pense que ça doit prêter aussi à ce genre de dynamique-là sociale. Ouais, c'est drôle, aparté là-dessus, ces choses-là valent très cher, mais c'est rarement l'artiste qui en bénéficie. Ah ouais, ben là, c'est une constante. Mais je sais pas pourquoi on revient pas au bon vieux système de mécénat. Ce serait bien, hein? Ce serait parfait, mais le problème, c'est que si tu trouves pas de mécène, ben tu fais pas d'art. Ben non, mais t'as juste à être bon. Mais là, on revient à la question de qu'est-ce que c'est que bon, tu sais. Parce que... ben... Oui, excuse-moi, vas-y. Juste que, tu sais, si tu considères quelqu'un de bon, c'est un peu, dans un sens, comme si tu acceptais de dire que l'art avait une sorte d'objectivité, tu sais. En fait, juste le fait qu'une œuvre d'art se vende nettement plus cher qu'une autre, ça donne cette impression-là qu'il y a une objectivité, alors qu'il n'y en a pas. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, il n'y en a pas, tu sais. Ah, ben, c'est bon, on va pouvoir s'assiner là-dessus. En ce qui me concerne, je pense qu'il y a une certaine objectivité. Sur la beauté de l'art, tu veux dire? Sur la valeur d'une œuvre. Ok. Je pense que quand même il y a des critères il y a des critères qu'on peut faire ressortir là, qui vont susciter des critères plutôt des caractéristiques. Comme il y a des caractéristiques des œuvres qui vont susciter quand même des réactions peut-être pas universelles là, genre tout le monde à toute époque, je sais pas quoi, mais d'une manière assez homogène, au moins dans une époque donnée là. Je pense à pour moi, si un livre comme l'Iliade a traversé le temps, c'est pas seulement parce que c'était important politiquement de faire véhiculer ces histoires-là chez les Grecs. Je pense aussi qu'il y a une beauté inhérente à cette œuvre-là qui est universelle. Ben, qui est objective. Je pense pas que tout le monde, tu sais, tu donnes l'Iliade à un adolescent, il va faire qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, puis il va jamais lire ça de sa vie, mais... Tout à fait. Ben, de sa vie, façon de parler. Mais ça, rendu à un certain point de maturité, je pense que tout le monde peut apprécier des œuvres comme l'Iliade. Là. Il y a quelque chose d'intemporel là-dedans. Du Chopin, c'est la même chose. Là. Du Chopin, c'est
c'est juste beau, là. J'essaie de pas être... tu sais, j'adore Chopin, là, mais je veux pas, genre, universaliser mes goûts à moi, mais j'ose espérer... Mais en fait, c'est ça, c'est que j'ose espérer qu'il y a des œuvres qui traversent le temps à cause de certains, pas critères, mais de caractéristiques qui leur sont propres. Pas seulement parce qu'on a une hégémonie idéologique dans le monde de l'art qu'on dit ça va rester ce nom. Puis non, je pense que c'est un peu le rêve de l'artiste créateur là, de faire une œuvre qui va plaire à l'enfant comme au vieillard, aux contemporains comme dans la personne qui va vivre dans 600 ans, puis qui va être sincèrement touché par l'œuvre. C'est la volonté de tout le monde d'écrire Le Petit Prince, c'est ce que tu veux dire. Là. Ben, pourquoi pas? ben oui, d'une certaine façon, oui. Ben, c'est parce que sinon ça rend ça. Je trouve que ça rend ça un peu. Je trouve que ça laisse place à un certain cynisme. C'est genre, je fais n'importe quoi, puis c'est le hasard qui décide. Mm-hmm. Mais, ok, je pense que je comprends ce que tu veux dire, mais. Et là, c'est vraiment juste une intuition, là. Mais j'ai l'impression que une des raisons pour laquelle on s'intéresse encore avec raison, là, mais qu'on s'intéresse encore à ce qui s'est passé à l'époque grecque, c'est que ça reste quand même le berceau de nous, tu sais. On est dans la lignée de ce qu'ils étaient, versus si on prend un papou dans Papouasie-Nouvelle-Guinée, si on lui raconte l'histoire dans sa langue à lui, est-ce que ça a le même écho? Son de quoi dans sa langue? Tu prends une tribu là, bien loin là, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a pas eu de contact avec la civilisation occidentale. Mais tu traduis dans sa langue l'Iliade. T'sais. Est-ce que c'est suffisamment large comme sujet, comme appelons ça objectivité, pour que ça soit appréciable pour ces personnes-là qui sont finalement qui n'ont pas de lien avec la civilisation occidentale, tu sais. Ultimement, oui. Je pense qu'il y a moyen, là. Mais, mais on peut pas dire que toute la littérature occidentale ou toute l'histoire de la peinture occidentale va plaire, disons, à la société la plus différente qu'on peut imaginer Uh-huh. de la nôtre. Pas parce que ça serait inaccessible là, ou je sais pas quoi. Je pense inaccessible dans le sens de on peut pas le traduire. Mais juste que ça résonnerait pas à l'intérieur de la personne. Ben non, ben oui, dans le sens ça résonnerait pas parce que par exemple, si on prend du théâtre classique, aujourd'hui, il y a presque personne qui s'amuserait à écouter du théâtre classique. C'est vraiment emmerdant. Uh-huh. Puis on s'en souvient parce que ça a fait l'histoire, mais pas nécessairement parce que ça nous accroche. ben, c'est vrai, là, je pense que, tu sais, à part... C'est objectivement plate. ben, tu sais, il y a quelques auteurs qui sont vraiment démarqués, là, mais il y a beaucoup du répertoire classique en théâtre que c'est vraiment emmerdant. Puis c'est la même chose en peinture, là, il y a plein de peintures religieuses qui sont particulièrement emmerdantes. Uh-huh. Ou whatever, là, la musique aussi, il y a la musique super chiante, puis Uh-huh. Je te confirme. ben oui, mais c'est ça, c'est juste que il y a des trucs qui sont expérimentaux ou expérimentales, puis on s'en souvient parce que c'était les premiers, parce que ça fait l'histoire, parce que ça s'inscrit dans je sais pas quoi, mais ça, je pense pas que ce soit... tu sais, je pense que ça peut être des trucs qui, même à l'époque, ça faisait pas triper tout le monde. Uh-huh.
Dans le fond, quand tu parles d'une certaine partie d'objectivité à l'intérieur de l'art, t'exclus cet endroit-là. T'exclus ces éléments-là, c'est ce que tu veux dire? Ben, mettons, je suis un artiste, là, puis je veux provoquer telle, telle expérience chez, chez le public. Mettons la béatitude. Ouais, la béatitude ou je sais pas moi, même l'humilité ou l'horreur ou whatever, ok? Ben, je peux me manquer mon coup, là. Tu sais, je peux me manquer ma shot. Tout à fait. Puis, mais admettons que je réussis. Si je réussis, ben, pour moi, Hakim, là, qui regarde ça, là, je me dis, ben, à quelque part, il a trouvé un moyen d'exprimer cette expérience-là. OK. Là-dessus, on s'entend. Là où peut-être qu'on s'entend moins ou peut-être qu'on dit la même chose, c'est que j'ai l'impression que ce qui génère ça, c'est acquis et non pas inné. Dans le sens où, toi, actuellement, tu vis une expérience du 21e siècle et c'est une chose en particulier ou c'est un ensemble de choses en particulier qui va te faire vivre une certaine émotion qui n'arriverait pas si tu étais dans un autre contexte complètement. Ouais, ok. Ben, là, c'est ça. Par rapport à ça, je pense qu'on pourrait splitter. Euh, là, on rentrerait plus dans un sujet, un beau gros sujet de philosophie d'art. Je pense qu'on peut splitter effectivement ce qui s'adresse à l'inné et ce qui s'adresse à l'acquis. Uh-huh. Puis, moi, je pense qu'il y a une partie de l'inné qui, ça, c'est ce qui serait universel. Mais ça, c'est vraiment genre la base. Fait que, Donc, mettons, on fait de la psychologie à deux scènes, là, c'est les 8 émotions de base. Là. même avant les émotions, là, c'est genre. Tu sais, des trucs vraiment basiques, genre, par exemple, on sait aujourd'hui qu'il y a certaines couleurs qui attirent plus l'attention de l'œil que Ok. d'autres. Ouais, Ok, ouais. des affaires de même. Ou genre, tu sais, par exemple, en musique, ben, on sait que la capacité d'écoute, c'est limité entre telle onde puis telle onde. Uh-huh. Telle longueur d'onde puis telle longueur Vraiment d'onde. des concepts physiques avant l'intervention du cerveau, c'est ce que tu veux dire? Ouais. Puis là, ensuite, ben, on pourrait remonter, là, parce que là c'est vraiment genre la base. Ça, c'est comme les conditions de possibilité de Uh-huh. base là, d'une certaine réception des phénomènes. Mais après, si on remonte, c'est sûr, ouais, ok, il y a les émotions. C'est sûr que les émotions de base, ça, même pour le partage des émotions, je pense qu'aujourd'hui, ça fait assez consensus que c'est universel. La reconnaissance, Sur chez tous les les mouvements peuples, il y faciaux, là? a. Ouais, c'est ça, on reconnaît la tristesse, on reconnaît la joie, on reconnaît le mépris, on reconnaît. Bon. Puis bon, là, mais après, c'est parce qu'à un moment donné, quand on rentre dans la catégorie qui est plus acquis, ben là, on rentre dans plus le symbolique puis le langage. Fait que les représentations, mais qui sont purement conventionnelles, mais qu'on est tellement habitué qu'on s'en rend plus compte. Puis à ce Mhm. moment-là, c'est sûr que ça, c'est le genre de truc avec le temps, ça peut pas rester. Là. Je veux dire, les symboles, ça a une vie très organique. Tu sais, le langage, ça évolue tout le temps. Il est impossible de rester. Ben, que je sache, là, il n'y a aucun moyen de laisser ça figé quelque part. Ça Mais peut par durer, mais ça contre, va être de la chance, en fait. ouais, ça va être de la chance. Sauf que même à l'intérieur de ce langage-là ou de ces symboles-là, il y a quand même des figures assez universelles. Euh, mais c'est universel par accident. Tu sais, par exemple, euh, le concept de maman, une mère, Mhm. ou de père, ben ça, c'est assez universel. Il n'y a, pas- il y a pas vraiment de. Il y a pas vraiment de confusion avec ce genre de termes-là. Tu sais, c'est pas comme
un terme comme l'équité, où ça, l'équité, c'est très très variable d'une personne à l'autre, puis d'une société à l'autre, puis d'une époque à l'autre. Mais un terme comme maman, ou le concept de mère, c'est assez invariable, puis c'est assez partagé, fait que, mais ça reste quand même... En tout cas, moi, je trouve que c'est assez accidentel, parce que là, c'est... on parle bien de mère biologique, là. Hein? Qui est invariable. Non, plus abstrait que ça, la figure de la mère. OK. La représentation de la mère, là. Mais ça peut être la mère de... La mère... la terre-mère, la mère nourricière, tu sais, c'est celle qui donne naissance. D'accord, Mais... le concept de quelque chose qui donne vie, tu veux dire. Ouais. Mais là, c'est ça, on penserait plus rapidement à une maman, là. une femme qui tombe enceinte. Mais après, tout ça, ça laisse encore un jeu pour l'artiste qui veut quand même faire véhiculer certaines expériences. Il y a toujours des chemins, tu sais, par exemple, en peinture, les règles de la symétrie chez les Grecs sont encore valables aujourd'hui, là. Si tu respectes ces règles-là, c'est comme... aujourd'hui, le monde trouve ça poche parce que c'est trop facile, parce que c'est un truc qu'on sait depuis longtemps, mais c'est encore valable. Il y a encore des designers qui s'en servent, il y a des publicitaires qui s'en servent, mais c'est objectivement plaisant, en fait. Ouais, ben c'est ça, c'est comme l'idée des couleurs qui accrochent plus l'œil, mais là, c'est une notion de symétrie, mais ça, moi, je rentre ça dans la catégorie conventionnelle parce que tu peux l'appliquer à plein d'affaires qui n'ont pas rapport. Ouais. Je sais pas si c'est clair, là. Ouais, je pense que oui. Ouais, bon, ben... c'est ça, donc des règles comme ça ou des règles comme le contraste. Ça aussi, je pense que c'est assez partagé que le contraste, c'est beaucoup plus stimulant puis beaucoup plus accrocheur que quelque chose qui va être plus uniforme. Plus flou. Là-dessus, je sais qu'on a qu'il y a des études oui, d'appréciation, mais aussi de reconnaissance là, des différentes choses. Et on va naturellement être attiré vers les trucs contrastés et ça viendrait du fait qu'on peut les voir mieux et donc évolutivement parlant, ça avait du sens de les voir. Donc on peut même amener finalement un côté objectif à la chose là, qui est pas ancré dans l'acquis. Tu n'as pas eu besoin d'apprendre que c'était une bonne chose. Évolutivement parlant, ça avait du sens que ça devienne nécessaire. Ouais, ok, ouais. Pour que ça soit agréable finalement, mais le côté agréable vient du fait qu'il y a quelque chose de rassurant en fait dans le fait de le voir. T'sais. Ouais, puis c'est sûr, en fait, je me passais cette réflexion-là l'autre fois. Ce qui est beau, c'est-à-dire ce qui est beau, ce qui est esthétiquement plaisant, c'est aussi des choses rassurantes. Ouais. Un beau paysage. Ouais, c'est ça. C'est le comme, soleil qui descend sur le. sur la c'est ça. Souvent, c'est associé à quelque chose de rassurant ou de satisfaisant. Une fois, j'avais vu une toile qui était tout sauf rassurant. C'était super glauque. Puis c'était comme gare. C'était vraiment... Ça créait un inconfort de fou. Mais je trouvais que c'était tellement un bel exploit de créer à ce point une angoisse avec une peinture que je trouvais ça hautement satisfaisant. Fait qu'à quelque part, c'était pas du masochisme, là. Il y avait quelque chose de... il y avait quand même une satisfaction, tu sais, qui était pas... qui était pas genre de la pure souffrance ou je sais pas quoi, là. C'était une satisfaction peut-être plus intellectuelle, là, mais... Mais ça revient un peu à la question que j'avais tout à l'heure, tu sais, par rapport à la définition du beau que les anciens avaient. Pour eux, ils n'auraient pas trouvé de satisfaction à l'intérieur de ça, c'est ce que tu veux dire, tu sais.
Ben peut-être, qui sait, là, je sais pas, il y a peut-être eu Oui, des... ben, il y avait il y a peut-être des peut-être eu des masochistes avec toi. Pollock, des Pollock ou Pollocoulos ou je sais pas quoi, là. Ça, c'est clair que ça marche, là, Paula Koulas. Mais ça se peut, là. Mais après, c'est aussi... Quand on regarde ce qui est resté de eux, c'est pas ça. ben, après, ça, je pense que c'est une question matérielle, genre... tu sais, plus c'est proche de nous, plus on a du stock. Ouais. Tu sais, on a des milliards et des milliards de toiles qui datent des 50 dernières années. Sauf que rendu à 100 ans, ben ça diminue drastiquement, 200 ans, etc. Uh-huh. etc. Fait que des toiles qui datent d'il y a 3000 ans, c'est inexistant. Alors qu'on sait, on sait que les Grecs faisaient de la peinture. Euh, mais là, c'est ça, ce qui reste, c'est les statues. Sauf que est-ce que les statues c'était réservé à un seul usage? Ben là, c'est sûr que si la réponse c'est oui, on les regarde et on fait ah, ils avaient une vision très homogène Uh-huh. euh, Sauf de que peut-être que, l'arme. peut-être que la peinture avait rien à voir. C'est ce que tu veux dire. Ben c'est-à-dire que peut-être que ce qui était plus expérimental c'est perdu là. Ouais. Parce que ça n'a pas été conservé avec les mêmes précautions ou peut-être c'est juste pas possible aussi. Et Là. Peut-être qu'on juste a le fait que c'est fait pas fait en pierre. Tu sais. ben c'est ça, justement, ça, je voulais dire aussi, là, si ça a été fait en genre de plâtre ou en bois ou je sais pas quoi, ben Uh-huh. ça pouvait pas être préservé, là. On aurait dû prendre une Euh... photo à l'époque. ouais, c'est ça. Il l'aurait mis sur une Mais, clé mais, USB. On l'aurait aujourd'hui. Là. mais c'est ça, je trouve qu'il faut être prudent quand même parce que, tu sais, les... on a souvent tendance à penser que les Grecs, ok, ben leur vision de l'art c'était un idéal de rationalité. Uh-huh. Puis qu'il y avait une beauté dans la beauté passait comme dans un fil électrique si on veut là, un courant électrique passait par la rationalité. Donc, mais cette idée-là, ben c'est ça, il faut la prendre avec des pincettes parce que ça c'est des idées auxquelles nous contemporains on est mis en contact avec. C'est les idées qui ont traversé le temps, mais je suis persuadé que genre, à toutes les époques où on a plus d'infos, on sait qu'il y a des courants divergents qui Uh-huh. s'opposent, des marginaux. C'est impensable qu'il n'y en ait pas chez les Grecs Ouais. aussi. Ne Euh, serait-ce j- que quand tu es en train d'apprendre, tu sais, je pense à de la peinture, là, mettons, moi dans mon cas, je suis encore à l'étape en train d'apprendre la version maternelle. Maternelle, l'époque, tu sais. Euh, clairement, tu fais des choses mauvaises, tu sais, mais tes parents te disent que c'est pas si laid que ça, que c'est beau. Et derrière, ça se peut que tu restes comme ça toute ta vie, puis que ça soit ça l'art que tu vas produire. Et finalement, t'es un courant marginal sans le vouloir, juste parce que t'es pas bon, tu sais. Euh, mais tu sais, ça montre derrière, en fait, que ça se peut que le courant principal, ce soit le courant qui était bon, puis que les autres étaient considérés, ou ils existaient aussi, mais ils étaient peut-être un peu moins considérés par les gens. Mais tu vois, ça m'était jamais venu à l'esprit. C'est con, hein, mais ça m'était jamais venu à l'esprit, en fait, qu'on n'avait pas de peinture de l'époque. Parce qu'on a de la musique reconstruite là, de l'époque grecque. Et donc, pour moi, tu sais, cet art-là, il existe et il est présent, mais j'avais pas fait le lien que au niveau des arts visuels, il restait vraiment les choses qui pouvaient passer le temps de façon physique. C'est... si oui, c'est juste c'est des traces ou des fragments, là, fait qu'on peut ouais, on peut pas extrapoler vraiment nécessairement. voir. Ouais. T'sais, on va retrouver des pigments de peinture sur des murs de maisons, Uh-huh. des colonnes. T'sais, on sait que les statues grecques étaient peintes, par exemple. Ok. C'était Euh, pas grisé, couleur pierre comme aujourd'hui, là, c'est ce que tu veux dire? non, les statues en marbre étaient peintes. D'accord. Chose qui s'est aucunement représentée. Tu regardes n'importe quel film euh, où l'histoire se passe à l'époque grecque, toutes les statues, on voit le marbre nu.
Uh-huh. Mais les statues étaient peintes. Parce que En tout cas, clairement, s'ils mettaient de la peinture là-dessus, on dirait, voyons, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Dans les ouais, films, je veux dire. ouais, mais c'est ça. Puis non, ben c'est ça. Non, les Grecs utilisaient le pinceau. Mais c'est ça, c'est que c'était pas les mêmes supports nécessairement. Tu sais, on sait, par exemple, avec le site de Pompéi, c'est là tu sais, parce que ça a comme figé dans le temps la ville de Pompéi. Fait qu'avec ça, on a fait plein de découvertes où ça a confirmé des soupçons qu'on avait sur la décoration intérieure des maisons, notamment. Uh-huh. Puis ben, on s'est bien rendu compte que les gens peignaient direct sur le mur. OK. Fait que là, ce que ça fait, ça, c'est que tu peux pas... Par exemple, une toile, ben tu peux, qui est en train de se dégrader, tu peux la prendre puis la mettre dans un endroit sécuritaire Ouais. Mais tu pour peux la pas mettre une préserver. maison comme ça. Mais non, c'est ça, les maisons, non. Soit tu repeins par-dessus ou ça s'émiette avec le temps, puis après, il reste juste tu sais, de la pierre. Fait que ce qui est plus resté, par contre, c'est les mosaïques. Mais les mosaïques, c'est pas de la peinture, c'est Ouais, c'est ça. vraiment une C'est un affaire à autre art, en part. fait. Fait que c'est sûr, c'est ça, c'est plus difficile. Mais si on avait accès à ça, c'est sûr qu'on aurait peut-être une meilleure idée des courants artistiques qu'il y avait à l'époque de la Grèce antique. Parce que la Grèce antique, c'est quand même plusieurs centaines d'années. C'est impossible que la notion d'art ait pas évolué, là. Ouais, que ça reste la même chose tout le long. Ben, bon, ok, clairement, c'est pas notre vision de ce que c'est l'art, tu sais. L'art, pour nous, ça doit évoluer, donc, ou ça doit choquer, dans un certain sens, pas dans le mauvais sens du terme, là, mais ça doit représenter quelque chose qui n'a pas été représenté avant. S'ils avaient effectivement la même notion, clairement, sur plusieurs centaines d'années, il faut que tu changes ta méthode à un moment donné, là. Parce que tu génères plus les émotions si tu fais toujours la même chose. Ouais, c'est ça, à un moment donné, tu vas au bout de ce que ton médium te permet, là. Uh-huh. Euh, ouais, puis ça, tu sais, on a beau dire tout le monde son style, oui, mais non. Euh, ouais, tu sais, si on regarde je sais pas, genre ben justement la peinture de l'Académie des Beaux-Arts en France, dans la période classique, néoclassique, baroque et tout, faut être finement rusé pour être capable de voir qui a fait quoi, là, parce que sont pas mal tous du même style. Uh-huh. Ça, classique, C'est... c'est la partie où tu disais tantôt, là, c'est juste plate, hein, c'est ça? Non, ben, non, ça, je dis ça du théâtre. Mais, non, la période classique, ça commence, il me semble, en 1600, là. Ben, l'Académie des Beaux-Arts, c'est Louis XIV, là, déjà en partant, Ok. fait que Ouais. ça donne une idée. Puis ça meurt, je pense, 150 ans plus tard, 200 ans. Ben, Donc, pour le bénéfice là, de ceux qui vont écouter ou qui écoutent, euh, ça, ce n'est vrai que dans un certain type d'art, parce que le classicisme en musique, ça commence en 1750, environ. Ah oui, oui. Donc, Ok. les époques sont décalées l'une par rapport à l'autre parce que chaque art est pas arrivé au même moment, en fait, dans leur époque respective. C'est assez drôle d'ailleurs parce que tu sais, en musique, tu as le baroque qui se passe en même temps que le classicisme dans un autre truc. Et les deux sont fondamentalement, j'ai pas le mot là, impossible à réconcilier. Tu sais. Ils sont tellement fondamentalement différents. Et c'est drôle de voir qu'ils sont arrivés en même temps. C'est juste comme c'était deux arts différents, ça fonctionnait. À l'époque, tu sais, le baroque, c'est la passion, c'est les émotions pures et tout, tu sais. Ben, pas pures, mais c'est la représentation des émotions brutes. Et le classicisme, c'est... En tout cas, en musique, là, je sais pas dans les autres arts, mais le classicisme, l'objectif, c'est de
c'est la pureté de la chose avec le moins possible la présence de l'auteur. Quand tu écoutes du classicisme, c'est la représentation de l'environnement tel qu'il devrait être à son plus beau. C'est à peu près ça. Et imaginez que ces choses-là arrivent en même temps, qui sont collées dans le temps sur un art, mettons la musique, et qu'en même temps, du côté de la musique, ils faisaient les choses pures, le raw, et de l'autre côté, qu'en classicisme ou à la peinture, il fallait qu'ils fassent des choses extrêmement codifiées. C'est quand même drôle comme représentation de... C'est comme si les artistes se parlaient pas, finalement. Ouais, c'est sûr. À ce niveau-là, ouais, je pense que, encore aujourd'hui, c'est une critique qui peut être faite, là. On a toujours l'impression que les artistes sont comme, forment des bulles. Uh-huh. Euh, on pourrait même tenter un anachronisme puis dire des chambres d'écho. mais ouais, après, en peinture, je pense qu'en musique aussi, ça a été le cas assez longtemps. Je pense que une des raisons de ce genre d'évolution-là, un peu stratifié puis un peu confiné, là, c'est aussi que c'était des commandes. Uh-huh. C'est un système de mécénat. L'Académie des Beaux-Arts, ça a un peu démocratisé la carrière de peintre. Parce que si t'étais... C'est un système de concours, donc si t'étais accepté, tu pouvais... t'étais pris en charge. Mais ils acceptaient pas beaucoup de monde, par contre. Sauf qu'après, t'apprends ce que eux ils t'enseignent, puis t'as le droit seulement de faire ce que eux t'enseignent, parce que les commandes que tu vas avoir vont être des commandes de ça. Ouais, Les gens vont fait. pas commander autre chose. Fait que c'est ça. Fait que ça... Tu demandais tout à l'heure là, pourquoi est-ce qu'on revient pas au système de mécénat, là? Ben là, on a la réponse. Non, mais moi je parle d'un mécénat bien libéral, là, super capitaliste, genre on fait de la spéculation sur les artistes pis tout, là, mais Ah ouais, un système où les artistes sont pris en charge. Uh-huh. Pas un système où les artistes... Tu sais, aujourd'hui, tous les artistes, c'est des PME, là. Non. Tu sais, c'est drôle, ça. La prochaine fois, je pense que pour la prochaine discussion, on va inviter Jacqueline. C'est une de mes amies qui travaille merde, c'est quoi déjà? Marketing de l'art, marketing de la musique. Et son objectif, en fait, c'est d'enseigner ou de montrer aux artistes, aux musiciens, comment réussir à se vendre pour pouvoir survivre de leur propre art à l'intérieur de la société actuelle, tu sais. Non. Mais tout à fait, parce que, comme tu dis, le musicien, actuellement, c'est une PME, mais ils le savent pas. Ils le savent pas qu'ils sont censés être des PME pour pouvoir survivre. Et surtout, c'est pas enseigné dans les conservatoires. Là, je parle vraiment juste en musique. Je sais pas pour les autres trucs. Je pense que au niveau de l'art visuel de type peinture, comme ça fait plus longtemps que c'est ça, probablement que c'est plus connu. Dans le sens où si tu fais de la peinture, tu sais que ton moyen de survie, ça va être de vendre ta peinture. Donc, dès le départ, tu as cette idée-là que est-ce que je vends mes affaires ou est-ce que j'y vends pas? Mais c'est déjà une réflexion que tu as, tu sais. En musique... Ouais, en fait, petite parenthèse, je me permets, à ce niveau-là, effectivement, dans les programmes d'art, il y a des cours, là, de marketing? Je sais pas s'ils oseraient appeler ça du marketing, mais c'est... De la vente de soi. Il y a des... Ouais, c'est genre mise en marché, là, ouais. Ça, tu veux dire pour les cours d'art plastique, là. Ouais, tu sais, t'apprends à monter une expo ou à, je sais pas quoi, là. D'accord. À avoir un agent. Ok. Truc dans... En musique, ça existe pas, ou presque pas, cette chose-là. Puis, tu sais, c'est une des critiques, en fait, qu'elle est là face à... parce qu'elle vient de terminer sa maîtrise, qu'elle est là face aux institutions d'enseignement artistique, que... Finalement, ils ne préparent pas les artistes à affronter la vraie vie, que la vraie vie, il va falloir qu'ils montent leur propre PME, chacun de leur côté, tu sais.
C'est quand même intéressant, quoique c'est vu comme étant plusieurs musiciens, comme étant une façon de pervertir son propre art. Commencer à vendre ces choses ou à imaginer que tu vas vendre tes affaires, c'est assez mal vu par ces personnes-là. Ouais, puis il y a de quoi, là. Je veux dire, je pense que ça, c'est une des raisons, justement. Tu sais, tantôt, on en parlait, tu sais, l'espèce de course à la nouveauté, puis à l'originalité, puis à l'anticonformisme en art plastique. Puis tu sais, que chaque manuel, pas manuel, mais fiche de démarche, ça utilise des mots que si t'as pas lu le dictionnaire au complet, tu comprends pas, puis tu sais, c'est super flyé, je sais pas quoi, mais tout ça, je pense qu'en partie, ça vient du fait que tu sais, quand t'en viens à la conclusion que t'auras pas le choix de te prendre pour une PME, ben tu joues le jeu, entre guillemets. Ben, tu joues le jeu parce Puis que sinon tu vas pas survivre. ouais, ben je sais pas à quel point c'est vrai ça. Euh, Ben, tu sais, j'ai pas de stats évidemment, mais j'ai des amis qui ont pas réfléchi, puis moi compris d'ailleurs, tu sais, qui ont pas réfléchi, mettons, à leur carrière musicale comme qui l'ont pas préparé en tout cas comme étant justement une PME et qui se retrouvent à devoir faire d'autres choses. J'ai des amis qui sont devenus en musicologie, d'autres qui sont allés en musicothérapie, il y en a d'autres qui sont allés en enseignement. Mais tu sais, tout ça, c'est des domaines connexes à l'art, mais qui sont pas de l'art à proprement parler. Euh, c'est correct, puis ça en prend, puis c'est une bonne chose que ça existe. Là. Je retire pas la valeur de cette affaire-là, mais c'était pas à la base ce qu'ils avaient souhaité faire lorsqu'ils ont fait leur étude artistique. Tu sais. ouais. Ben je comprends, c'est juste que là c'est deux choses parce que ces gens-là qui ont fait leurs études, y a rien qui. Tu sais, psychologiquement, je pense pas qu'il y ait grand-chose qui les empêche de tenter leur chance en faisant de la musique folk, par exemple. Tu veux dire par rapport à faire de la musique classique, là, c'est ce que tu veux dire? Ouais, ou même faire de la musique classique. Je veux dire, c'est que sur le plan de la théorie, ils vont pas se dire, bon, si je veux percer, il va falloir que j'écrive le nouveau 4 minutes 33 là. Ouais. Tu comprends? Alors que là, dans les arts plastiques, c'est ça, c'est genre, si je veux percer, ben, selon beaucoup d'étudiants et d'étudiantes en art, puis aller dans n'importe quelle galerie pour voir des expos d'étudiants, vous allez pas comprendre ce qu'ils font. Uh-huh. Parce que c'est ça, il y a justement une espèce de course à l'anticonformisme, la recherche, la création, je sais pas quoi, ça peut aller dans tous les sens du terme, dans tous les sens du, whatever, du métier, on Dans va tous les dire. sens. Dans tous les sens. Mais ça, tu sais, alors que pourquoi quand tu sors, tu sais, mettons que tu as ta maîtrise en art plastique ou en art visuel, qu'est-ce qui t'empêche de faire de la peinture baroque? Uh-huh. Tu sais, alors que Ben, en peut-être le musique, fait que tu te trouveras pas bon, tu sais. ben non, pour de vrai, c'est pas si difficile que ça. Évidemment, ça prend tu sais, une formation solide, Ouais. mais quand tu passes par les bancs d'école, c'est cette formation-là qui te donne. Mais tu vas jamais t'en servir parce que tu vas jamais faire du baroque. Ouais, c'est ça. C'est quand même chiant. Tu sais. Je veux dire, après, je je pense que justement, l'aspect marketing de la formation pervertie. Je pense que les gens en musique ont quand même raison de craindre ça parce que c'est vrai que quand tu veux être bon pour te vendre, ça n'a rien à voir avec de l'art. Ah non, c'est complètement un autre système, effectivement. Non, c'est ça, puis c'est pas. Évidemment, ça prend un peu. Tu sais, un peu de lucidité, là. C'est sûr que. Oui, on est dans un monde d'économie de marché. Uh-huh. Oui, faut comprendre un peu les ficelles du bouche à oreille puis des plateformes de diffusion média et tout.
Dont Mais Twitch. dont Twitch. Mais c'est ça, mais tu sais, Oh, je pense que ça a coupé un peu. Ça a pas l'air. Ok. Ben c'est peut-être juste ma page. En tout cas, peu importe. Euh, mais c'est ça, tu sais, ça c'est une chose, puis je pense que c'est une bonne chose de l'apprendre, tu sais, d'avoir au moins quelques bases tu sais, d'être lucide là par rapport Des à la notions réalité. pour pouvoir faire face à la réalité. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a une différence entre ça, puis, tu sais, faire de ta vie une publicité. C'est-à-dire que ta démarche, elle va être super sophistiquée. Toutes tes œuvres d'art, si tu vas tenter des coups d'éclat, Uh-huh. tu vas essayer d'attirer l'attention le plus possible sur Internet ou dans les médias juste pour te faire de la pub. Tu sais, ce genre d'affaires-là, ça laisse peu de place pour le travail artistique. Mhm. C'est Parce que vraiment un derrière, travail de l'image. probablement, c'est un peu comme si finalement, t'essayais plus de dire quelque chose, mais t'essayais de dire ce que les autres disent. T'essayais Euh, d'être un écho de l'environnement autour, parce que c'est un peu la façon que tu vas réussir à te faire, tu sais, à faire résonner plusieurs personnes. Finalement, tu fais juste dire la même chose que eux. Euh, ouais, ben ça, ben, je pense que rendu là, c'est un peu une logique d'essayer de deviner ce que les gens veulent. Uh-huh. Fait que t'es complètement inféodé à l'appréciation des gens, puis c'est. Je pense pas que ça peut donner des bons résultats, là. C'est qu'à un moment donné, si tu veux être un peu authentique, ben, si tu veux être apprécié, à quelque part, faut être un peu authentique. C'est plus ça, là. Uh-huh. Mais, mais derrière, ça se peut que ce soit ça que t'aimes faire, par contre. Tu sais, ta Ben démarche, oui. ça peut être de découvrir ce qui est là, les seuls termes que j'ai, c'est comme faire vibrer. Euh, J'arrive pas à bien énumérer le terme que je veux dire, mais dans le sens où quand tu montres quelque chose, si cette chose-là, elle est comprise et reconnue comme étant agréable, beau ou effrayante, mais qu'elle a un écho à l'intérieur d'une certaine population, ça veut dire que cette population-là, euh, l'émotion que ça représente, elle est dans cette population-là. Mais en tant qu'artiste, finalement, tu as deux choix. Soit tu représentes toi, ou soit tu représentes les autres, ou que tu fais quelque part quelque chose entre les deux. T'sais. Et je pense que ce que tu décris, c'est quelqu'un qui est allé complètement dans le côté explosé de la chose, puis que finalement, tu t'oublies toi-même en tant qu'artiste. Parce que c'est plus ta démarche. Ouais. Ouais, ben ouais. Je pense on, on pourrait. J'appellerais ça un mauvais réflexe. Juste un mauvais réflexe là, de trop faire du copycat, puis du copycat marketing. Mais autrement, c'est ça, c'est parce que je pense que les artistes ont vraiment pas du tout les mêmes motifs. C'est sûr que il y a toujours un défi, ou en tout cas un certain. C'est parce que d'un côté, tu veux pas crever de faim, Ouais. puis d'un côté, tu veux juste faire tes affaires. Fait que si tu fais ça parce que t'aimes ça, tu sais, il y a plein de gens qui peignent ou qui jouent de la musique Uh-huh. juste pour un hobby. T'es pas obligé de faire. Tu sais, justement, il y a absolument rien qui t'oblige à faire carrière avec ça. Là. Tu peux Non, non, juste le faire évidemment. parce que c'est le fun. Ouais. Mais là, c'est ça, c'est que. Mettons moi, je peins, ok? D'un côté, c'est sûr que avoir la reconnaissance des gens pour ce que je fais, tu sais, juste l'appréciation des gens, ben c'est le fun, tu sais, c'est un indicateur, ça me permet de me faire une idée sur ce que je fais. Mais si ça se tu sais, si mon idée, si l'idée que j'ai de ma pratique, c'est je veux en vivre, ben là, à partir de ce moment-là, ça commence à être tricky. Uh-huh.
c'est vraiment à partir du moment... Parce que sinon tu sais, je peux faire de la peinture expérimentale dans mon salon, là, puis l'exposer si ça me tente, puis juste me dire, j'en ai rien à faire si c'est apprécié ou non. Tout à fait. Je comprends pas pourquoi c'est... Mais en fait, c'est peut-être juste un problème d'école. Le fait que ce Ben, soit enseigné à c'est ce que j'allais l'école... dire. Ouais. C'est ce que j'allais dire parce que derrière, je pense que ce que tu décris, c'est comme si tout d'un coup, la personne qui faisait le choix d'être artiste, c'est pas les gens qui regardent l'artiste, mais c'est l'artiste lui-même qui décide qu'il va être artiste. Et donc, nécessairement, pour pouvoir vivre, il doit avoir une reconnaissance des personnes qui vont le faire vivre. Mais comme c'est lui qui a décidé qu'il allait avoir une reconnaissance des autres pour pouvoir vivre, ben la seule chose qui te reste à faire finalement, c'est de t'assurer que tu vas faire des choses qui vont être appréciées par les autres. Tu sais. Ouais, effectivement. Puis en même temps, ta seule façon... ta seule façon d'avoir une chance dans cette compétition-là, c'est d'aller prendre des cours, d'avoir une formation. Fait Uh-huh. que c'est un moment de ta vie où que tu passes pas à être formé à autre chose. Fait que tu mets un peu tous tes œufs dans le même panier. Oui, c'est ça. Ce qui fait que si ça marche pas, ben t'es fucked. T'es pris avec ça. Bon, hey, je pense que moi, je m'attendais à ce qu'on fasse 1 heure. On est déjà rendu 1 heure et demie. Ben oui, c'est excellent. Si ça te va, je propose qu'on arrête ça maintenant et moi j'aimerais bien reprendre éventuellement la chose. Je vais, avec ton accord, on en reparlera après, là, mais potentiellement déposer la vidéo ailleurs. Donc si des gens veulent écouter en rétrospective, ils auront la possibilité. Si tu es d'accord, donc on en reparlera après de toute façon. Est-ce que tu aurais un dernier mot avant qu'on conclue? Premièrement, je trouve ça vraiment le fun comme initiative. Je sais pas. D'ailleurs, j'avais 2 questions. Pourquoi paritaire? Paritaire, ça date, ça date de très longtemps. C'est quand j'ai créé mon adresse courriel, donc alors que j'avais 10 ans. À l'époque, je voulais pas qu'il y ait un numéro à côté de mon nom, donc j'avais testé évidemment Benjamin à commercial hotmail.com. Et Benjamin était malheureusement pris, qui l'eût cru. Et donc, je me suis dit que j'allais inventer un mot qui n'existait pas. Et je suis arrivé avec ce mot-là. Et donc, dans le futur, après ça, j'ai appris que le mot, il existait, mais qu'il est mal écrit. Là. Ça s'écrit T-A-I-R-E. Et ça signifie équité, équilibre, quelque chose qui est équitable pour tout le monde. Un comité paritaire, c'est un comité Ouais, où la tout le monde est parité. représenté. Et je trouvais que ça faisait finalement un beau jeu de mots avec paritaire, l'équité sur la terre. Et donc j'ai conservé le mot parce que je trouve que ça marche vraiment bien par rapport à mes aspirations personnelles. Ok. Ah, ok, ben c'est bon. C'est une drôle d'histoire. Non, je me demandais si c'était comme une thématique pour le Twitch finalement. Non, c'est mon nom. Quand j'étais au secondaire, non, au cégep, j'allais jouer avec des amis là, sur des jeux LAN. Et il y avait une salle LAN au cégep. Et ça donne que j'allais jouer avec eux autres. Et la moitié du monde là-dedans ne connaissait pas mon prénom. Ils m'appelaient Paritaire. c'était c'était Ok. mon nom. Fait que c'est ton identifiant dans les bas-fonds d'Internet. Dès qu'on est virtuel, si vous tapez paritaire, vous allez tomber sur moi partout. Là, je suis sur GitHub, Twitch, Facebook. Non, Facebook, mon nom n'est pas là-dessus. Mais ouais, mon identité virtuelle, c'est paritaire. Ok. Ben, dans le fond, je vais renvoyer ça à la deuxième question que j'avais pour toi. Parce que là, je trouve que c'est une belle initiative. Puis en même temps, je me demande, parce que j'ai pas vu les autres que tu as fait, parce que là, je vois, c'est écrit scientifique du lundi. J'imagine que d'habitude, tu abordes des sujets scientifiques. Euh, j'ai fait un peu de tout. Ok. J'ai fait du tricot. J'ai fait commenter les élections. J'ai fait
le placotage philosophique. Sinon, à la base, là, l'objectif que je fais une fois de temps en temps, là, mais presque... au tout début, j'ai fait de façon journalière, puis là, je fais peut-être aux 2 ou 3 jours. C'est que je vais parler de science, mais aussi je vais faire la science. Donc, ce que je fais au jour le jour, là, je parle Twitch durant tout l'après-midi et je fais ce que je fais en science, c'est-à-dire on fait de l'analyse de données, on écrit un article scientifique live et puis je peux discuter de ces choses-là avec les gens qui passent sur le chat. Aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai présenté les cours. En fait, j'enregistre les cours que je donne à l'université parce qu'on les donne en asynchrone, évidemment. Donc, je les enregistre sur Twitch. Et aussi, j'ai fait mes études pour un de mes examens sur Twitch. Et donc, je faisais de la révision d'articles. Donc, on a lu 4 articles fois 5 cours, donc une vingtaine d'articles scientifiques là, que j'ai décortiqués pour voir qu'est-ce qu'ils voulaient dire, c'était quoi exactement qui avait été testé, puis c'était quoi les résultats de ça. OK. Et le scientifique du lundi, au début, j'essayais de trouver quelque chose qui était en francophone et qui ressemblait à Mad Scientist. Tu sais. Puis le scientifique fou, ça marchait pas très très bien. Puis là, je réfléchissais, puis j'étais comme de Monday Scientist, ça sonne bien aussi. Puis scientifique du lundi, ça sonne bien. L'idée étant que c'est lundi, il faut travailler, donc il faut qu'on se lance. Puis on parle des choses qui viennent au fur et à mesure qui arrivent dans la discussion. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment dans la lignée parce que l'objectif, c'est on part un sujet puis on avance dedans. T'sais. OK. Ben, je trouve ça vraiment nice. En fait, je trouve ça bon parce que ça, des discussions informelles, mais au moins, tu sais, informé. C'est-à-dire, c'est quand même des sujets qui nous intéressent. Ça enlève un peu de monopole à je sais pas, la radio, la télé. Je trouve ça intéressant. Tout à fait. L'objectif, c'est qu'éventuellement, ça soit diffusé et qu'il y ait des gens qui se connectent de plus en plus. Là, je sais qu'au début, on était 5-6 personnes là, qui étaient avec nous. Ça a diminué, puis là, c'est remonté un petit peu. C'est le fun, tu sais. Puis justement, si on les dépose quelque part aussi, on peut essayer de trouver de l'engouement à avoir ces discussions-là. D'ailleurs, si jamais tu as envie de continuer, moi, c'est le genre de truc que j'aimerais faire de façon un peu plus cédulée et régulière. Ben oui, je trouve ça le fun. Je trouve ça déniaisant. C'est excellent, ça. Bon, mais écoute, je trouve que ça fait une belle fermeture d'émission, cet épilogue-là. Donc, si ça te va, on va saluer nos auditeurs. Oui, bonne soirée tout le monde. Puis merci encore Benjamin. Merci Hakim. Et puis, pour ceux qui sont encore présents, je vous invite à follower la chaîne. Comme ça, vous allez avoir les informations quand je lance quelque chose. Et puis, sinon, c'est le scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science.